Cela fait tout juste 6 mois que les technos vous informent chaque semaine. Voici notre numéro 24. Il y a du monde cette semaine pour parler technologie. D'un côté, nous avons nos amis d'informaticien.be, Sébastien et Marc, bonjour tous les deux. Hello. Et puis de l'autre côté, nous avons Adrien, monsieur logiciel libre, ainsi que David. Bonjour tous les deux également. Salut. Ça fait du monde, hein, tout ça via Skype. Finalement, ça marche pas trop mal. Cette application. Enfin bon, on va passer à autre chose. On va parler, par exemple, tiens, on commence avec la lettre A, comme chaque semaine d'ailleurs, hein, et Apple. Marc, Apple s'enregistre désormais comme constructeur automobile. Ben oui, la pomme a ajouté un pépin à son arc. Enfin, je sais pas si ça se dit, mais je trouvais ça marrant. Ouais, effectivement, rigolo. Donc Apple s'est déclaré officiellement constructeur automobile auprès du bureau des enregistrements des activités de Bâle en Suisse, et donc s'est enregistré comme constructeur d'appareils de locomotion sur terre, dans les airs ou dans l'eau, composants matériels électroniques de véhicules automobiles, wagons, locomotives, navires, aéronefs, etc. Bon, ça veut pas dire qu'il va commencer à nous sortir des e-locomotives ou des e-planes, mais c'est clair que maintenant, si on attendait encore un signe que la firme s'apprête à déboucher sur le marché du véhicule, ou en tout cas du véhicule connecté, il n'y a plus aucun doute, c'est quelque chose qui est prévu, c'est au programme, et voilà, la pomme ne cache plus aucune intention. On avait évoqué à un moment donné un partenariat possible avec BMW, c'était démenti me semble-t-il cette semaine, en tout cas j'ai vu cette information circuler, c'est toujours de l'ordre de la rumeur, hein, soyons clairs. Oui, c'est de la grosse rumeur, au même titre que la rumeur que nous avions évoquée il n'y a pas si longtemps, sur un possible rachat de Tesla par Apple, enfin voilà. Bon, c'est de la grosse rumeur qui tâche, quoi. D'accord. Et quand il s'agit d'Apple, on le sait bien, les rumeurs sont souvent plus présentes que les informations. Des informations, on devrait en avoir à partir de lundi, hein, puisqu'il y a une keynote qui est prévue lundi soir, sans doute pour nous présenter et annoncer la iWatch, ainsi que 2-3 autres choses. On aura certainement l'occasion d'en reparler dans ce podcast. On va donner la parole à David, par exemple, pour parler un peu Microsoft, parce que il y a la lettre M. C'est n'importe quoi, ce podcast, une fois de plus. David, on parle de Cortana, qui serait le meilleur ou la meilleure assistante? Oui, non, c'est pas serait. En fait, Microsoft a présenté et communique beaucoup sur Windows 10 pour le moment, et donc sur Spartan. Donc Spartan qui est leur nouveau Internet Explorer, donc leur nouveau logiciel pour naviguer sur Internet, et Cortana dont on a déjà parlé à de multiples reprises, donc qui est l'assistant, l'équivalent de Siri par exemple chez Apple, sera intégré à Spartan, et donc le net s'est un petit peu emballé en se demandant quel était l'intérêt d'avoir un assistant sur un navigateur. Et donc Microsoft a communiqué en montrant une vidéo, en montrant toutes les possibilités d'avoir Cortana intégré donc dans son logiciel de navigation, et c'est plutôt impressionnant. Donc moi qui suis pas un grand défenseur de Microsoft devant l'éternel, j'ai trouvé qu'il y avait réellement des nouveautés. Quand on regarde vraiment bien la vidéo, l'assistant intervient vraiment au bon moment, quoi. Donc dès qu'il repère un moment où il pourrait intervenir, il y a un petit pop-up qui apparaît sur l'écran, et donc on peut aller chercher plus d'informations. Donc dans les explications qui sont données dans la vidéo, ils partent sur des choses très classiques comme un restaurant. On va pouvoir avoir l'adresse, on va pouvoir avoir la carte, on va pouvoir avoir les horaires d'ouverture. Et donc ça, on s'y attendait, mais ça évite de devoir ouvrir 12 000 onglets différents pour avoir toutes ces informations. Cortana va s'occuper de récupérer ces informations sur Internet pour nous et de les mettre dans un bandeau latéral, comme c'est déjà le cas sous Windows 8 au niveau de la communication et des interactions. Où c'est plus intéressant, c'est que on va pouvoir l'utiliser aussi pour toutes les recherches. Et donc, à tout moment, on va avoir une option qui s'appelle Ask Cortana pour le moment, puisque c'est disponible qu'en anglais. Et donc, on va pouvoir demander des choses à Cortana quand on voit la puissance, puisqu'on en avait parlé la semaine passée, de cet assistant. Ça pourrait devenir très intéressant. Pour Microsoft, c'est un capital sympathie retrouvé, parce que ça a l'air vraiment d'être ludique et une nouvelle manière de naviguer. Et ça leur permettrait aussi à terme de reprendre des parts de marché sur leur ennemi juré Google,
au niveau de la recherche. Donc voilà, je l'ai trouvé plutôt actif ces dernières semaines et cette communication-là était vraiment très très sympa. Ça ressemble vaguement, justement, tu parles de Google, ça ressemble vaguement à ce que Google propose, mais dans les résultats de recherche, en colonne de droite, on a souvent des informations complémentaires, soit issues de Wikipédia ou autres, ou de Maps, ou que sais-je. Ça ressemble un peu à ça, hein, visuellement. Oui, sauf que là, c'est directement intégré dans leur software et avec toute la puissance que peut avoir Cortana par rapport à ce que Google ou Apple est capable de faire pour le moment. On change de sujet, mais on reste chez Microsoft, David, si tu le permets bien, pour parler de la bêta publique d'Office 2016 pour OS X qui est déjà disponible apparemment. Oui, qui est disponible. Donc de nouveau mise à disposition très très tôt de la version bêta. Donc bien faire attention que c'est une version bêta, donc c'est pas la version définitive. Elle a l'avantage d'être gratuite, donc on peut tester déjà maintenant les prochaines évolutions de Office 2016, donc en sachant qu'il ne sortira qu'en 2016. Donc ça apporte aussi un autre élément de réponse puisque beaucoup de gens espéraient pour septembre avoir cette mise à jour. A priori, on pourra, avec un peu de chance, on l'aura parce qu'il ne respecte pas toujours les années de lancement. C'est plutôt Office qui va être utilisé courant de l'année 2016. Donc à partir de septembre, ça pourrait être du définitif. Attention que ça demande d'Office Yosemite pour fonctionner, donc la dernière version de macOS. Ça a l'air d'être très joli et très dans l'air du temps au niveau design. J'ai pas poussé le test parce qu'il y en a pour 2,8 gigas de download, donc ce sera downloadé à mon avis cette nuit et je pourrais revenir dessus s'il y a vraiment des grosses révolutions. Pour ceux qui auraient envie de tester et qui auraient encore l'ancienne version, donc qui est la version 2011, les deux versions sont capables de travailler en parallèle. D'accord. Est-ce que ça excite quelqu'un du côté des informaticiens? Parce que je les voyais tous les deux dubitatifs suite à cette information. Non, Marc, peut-être? Je sais pas, non, j'ai un Office qui traîne sur mon MacBook, mais honnêtement, je m'en sers que quand je suis contraint et forcé et que j'ai pas d'autres machines à portée de main. Non, honnêtement non, moi parce que je suis pas un fan de Mac, mais ça, je pense que ceux qui nous écoutent le savent, mais je trouve ça quand même de nouveau pas mal, ça suit toujours la tendance. Microsoft qui avait abandonné longtemps pendant la plateforme de la pomme pour Office revient, donc ça continue à montrer un petit peu ce que Microsoft essaye de faire depuis ces derniers mois, et être un peu plus sympa et un peu plus ouvert. Un peu plus omniprésent aussi. Omniprésent sur tout ce qu'ils font, donc leur plateforme. Ouais, effectivement. C'est une suite logique, quoi. On passe à la lettre G. Voilà. C'est tout à fait logique. Pour parler de Google et également du Mobile World Congress quelque part, puisque c'était le Mobile World Congress. On a suivi 2-3 keynotes. Seb, toi, tu as suivi le lancement du smartphone de Google, enfin de Samsung, pardon, le Galaxy. Oh, le beau lapsus. Bah oui, le Galaxy S6. Qu'en as-tu pensé? Écoute, alors soyons clairs, c'est vrai que je suis je vais pas dire un fan de Samsung, mais c'est vrai que j'ai toujours assez bien aimé leur interface. Tout le monde beaucoup de gens la critiquent, mais j'aime encore assez bien ce qu'ils font globalement. J'ai leur marque depuis un certain nombre de modèles. Et donc j'ai suivi la 1h30 de conférence, donc vous imaginez quand même les efforts qu'on fait pour vous. Oui. Et c'était difficile parce que les gars, après 5 minutes, ils avaient montré le téléphone et on se dit génial, ça ressemble à tous les leaks qu'on a eu depuis des semaines, donc il n'y avait pas réellement de nouveautés, et c'était exactement toutes les spécifications qu'on a vues. Donc la version le S6 Edge avec les bords arrondis, c'est le Note en fait, c'est le Galaxy Note en gros. Mais sauf qu'ici il y a les deux bords qui sont arrondis, et effectivement c'est pas quelque chose qui est facile à faire, donc on salue la prouesse technologique, mais tu te dis, tant que tu l'as pas vu, t'es pas vraiment sûr que ça va t'apporter en utilisation tous les jours, donc t'es pas convaincu comme ça juste avec une vidéo ni une photo, parce que tu dis ok, t'as juste un truc arrondi. Sinon effectivement on monte les résolutions sur les appareils photo, on augmente soi-disant un peu la batterie, on diminue la batterie mais on augmente la durée de vie,
Et ils sont passés à un modèle qui ressemble très fort. Alors, il y a eu pas mal d'amusement sur la toile avec ça. Un iPhone 6 lancé par Samsung, donc c'est plus ou moins ça. Parce que ça ressemble, c'est une coque métallique, on ne sait plus changer la batterie, on ne sait plus mettre de carte mémoire, ce qui était un fer de lance. Oui, c'est ça. Enfin, ce sont des évolutions, ça. Voilà. Et effectivement, en surfant sur cette vague, les gars de Samsung, pendant quasi toute la conférence, et bon, une blague, ça peut être drôle, mais là, ils ont quand même fait une dizaine de blagues, ça commençait à devenir un certain moment lassant, sur le fait que le téléphone ne va pas plier, etc., sur le Bendgate de l'iPhone. Ouais. Je dis, ok, les gars, on voulait juste s'intéresser à une nouvelle techno, et pas juste à faire des blagues pour railler l'autre. Bon, Apple s'en prive pas non plus, mais... Donc, honnêtement, moi, je trouve que... C'est dommage qu'on ait eu tant de leaks avant la sortie du téléphone, parce que sur le fond, le téléphone n'est pas mauvais. Les spécifications sont bonnes, c'est la même chose que ce qu'on voit sur les autres actuellement. Il manque du coup, parce qu'on savait tout avant, le wow. T'as pas de wow, t'avais la même chose. Tu savais. Il n'y a plus beaucoup de wow quand il s'agit de ce type d'appareil. Il faut le reconnaître. Voilà. C'est un peu ce que j'allais conclure. Tous les smartphones maintenant font la même chose. T'es passé en quad en 1440 x 2560 pixels. Madame Pichemou, elle s'en fout. C'est un téléphone qui va sur Internet. Reste le prix, reste le tarif. Oui, et le tarif, ils sont alignés sur exactement la même chose qu'Apple. Ils ont une version Edge. Donc, ils ont la version normale qui ressemble exactement au Galaxy S5. Pour moi, c'est la même chose. Ça tranche pas par le design comme ils l'ont tellement annoncé avant. Et le Edge correspond plus à l'iPhone 6 Plus et qui dépasse dans sa version 128 Go les 1 000 €. C'est 1 050 € pour un téléphone. Donc on est maintenant, on le sait, il y a deux types de produits dans le technologique grand public. Il y a l'entrée de gamme, moyen de gamme, et puis il y a le produit de luxe. Et c'est sur ce segment-là que se situent des iPhones et maintenant des Galaxy S6. Ça paraît assez évident. Oui, et pourtant c'est étonnant parce que c'est pas ce que fait la marque d'habitude, c'est pas son segment de prédilection, le truc de luxe. Non, mais par ailleurs, ils ont tout un tas d'autres produits qui permettent d'empiéter sur les autres segments. C'est ça, mais c'est ce qu'ils ont toujours fait par le passé, plutôt attaquer le prix. Et moi, je reste assez étonné que sur ce type de téléphone, eux n'attaquent pas le prix, mais attaquent plutôt le haut du panier en se disant on a un téléphone Android qui vaut plus cher que les autres. Bah non, il fait la même chose que les autres, il vaut pas beaucoup plus cher. Donc je suis étonné. Et par contre, ils ont annoncé encore hier qu'ils avaient énormément de précommandes, donc les gens... la réaction des consos n'a pas l'air mauvaise vis-à-vis du téléphone, parce qu'il n'est pas mauvais. Non, c'est pas. On n'a jamais dit ça. C'est juste que c'est pas une. Ce serait bien dommage pour le prix d'avoir un mauvais téléphone. Soyons clairs, mais c'est pas non plus une révolution. C'est clair aussi, et ça ne vaut probablement pas le ramdam et toute la com que l'on fait autour. Non. Je dirais exactement la même chose. J'ai dit exactement la même chose d'ailleurs pour l'iPhone 6. Quand on avait parlé de l'iPhone 6, c'est qu'à un moment donné, comme tu le disais, ça va bien, quoi. Il y a rien qui ressemble plus à un smartphone aujourd'hui qu'un autre smartphone. Et quand on est dans le haut de gamme, c'est plus joli, il y a plus de dorure, il y a plus de... Voilà, ça me rappelle d'autres domaines qu'on a eu par le passé, les laptops, les cartes graphiques, etc. Bon, ça a été la guerre pendant des années, puis à un certain moment, ils sont tous arrivés à des performances où tu t'en fous, quoi. Donc voilà, c'est une nouvelle release qui est pas mal, mais c'est pas une révolution. D'accord, on l'a bien noté en tout cas. Quelqu'un a un commentaire à faire là-dessus? Je voyais qu'Adrien levait la main, oui. Moi, en fait, c'est juste une question que je me pose par rapport au délai des sorties. Je me rappelle qu'au début des smartphones, on avait un délai plus grand. On n'avait pas chaque année quelque chose de nouveau qui sortait. Le teasing était un peu plus long. Ou je me trompe ou moi, il me semble qu'il y a cet aspect-là qui a changé fortement avec le temps. La rythmique des sorties est assez respectée, que ce soit d'un côté ou de l'autre. La seule différence, ça c'est clair, c'est qu'ils nous sortent maintenant 2 modèles d'un coup. C'est ce qui n'était pas le cas avant. Auparavant, c'était un modèle et puis on le gardait pendant un certain temps et puis on passait au suivant. Ici, ils font des propositions qui valent ce qu'elles valent. Chacun fait son choix à un moment donné. Oui. Je pense qu'effectivement, avant, on en avait un par an, par marque, mais c'était pas non plus un segment où ils vendaient des millions d'unités. Ici, maintenant, tu as un flagship par an. Ici, c'est le 6, ils vont le vendre pendant un an. Et à côté de ça, ils vont te faire 1 ou 2 releases d'autres trucs, comme ils ont fait en août l'année passée, un truc moyen ou milieu ou bas de gamme. Ce que font les autres marques aussi, Sony, LG, ils ont leur flagship pour l'année, et puis après ils en font d'autres, des petites déclinaisons un peu moins chères le reste de l'année. Voilà,
Bon. C'est une technique comme une autre. Mais il y a quand même d'autres nouveautés qui étaient sympas ici, mais ça se retrouve dans les autres téléphones. Hein. C'est le fait d'avoir du chargement sans fil. Oui. Et il supporte 2 formes en même temps. Et tu as aussi le fait de pouvoir le charger assez rapidement. C'est ça, oui. Tu le charges pour 4 heures. Donc il y a des trucs qui sont bien. Hein. Ouais. Ça, quand même, il faudra voir dans le détail comment ils arrivent à ce résultat-là. Donc en 10 minutes, une charge de 4 heures, enfin de disponibilité de l'appareil de 4 heures. Il faut voir si c'est avec toutes les fonctions ou si c'est avec un certain nombre de fonctions seulement. Il faut voir quel est l'impact également sur la qualité de la batterie à terme. Enfin, il y a plein de paramètres qui nous sont encore inconnus à ce stade, hein, il faut être clair. On passe à la suite, Seb. On peut parler encore de Google, qui se paye l'extension .app. Voilà, donc ça c'est une plus petite news, c'est un truc, c'est arrivé cette semaine. Donc Google, c'est un nouveau .app, donc un nouveau suffixe. On a le .be, on a le .com, et ils en mettent de temps en temps en vente. Et ici, ils ont décidé de mettre aux enchères le .app. Alors il y avait toute une série de boîtes qui se sont battues pour l'avoir, comme Amazon, Amazon et aussi Google et Amazon. Et Amazon. Et il y en avait 12, mais voilà, c'est les 2 seuls noms qui sont sortis. Mais probablement Apple, parce qu'un .app était intéressant pour tout ce qui est app mobile. Et c'est Google qui a tapé le plus de pognon, donc ils ont balancé 25 millions de dollars, c'est le record pour un achat de suffixe. Alors à la base, Google voulait l'utiliser juste pour lui, mais il y a eu pas mal de remous, aussi bien en presse qu'au niveau gouvernemental, et donc Google a décidé qu'ils allaient ouvrir le .app et qu'ils allaient le vendre comme un domaine un suffixe tout à fait classique. Donc vous pourrez avoir ma super application .app. Si vous voulez, vous devrez juste aller l'acheter chez Google. Voilà, donc j'ai du mal, moi, avec ces extensions, enfin ces suffixes je comprends pas toujours l'intérêt, mais bon, ça c'est chacun son truc. Marc, tiens, on reste dans la même fenêtre, sauf si quelqu'un avait quelque chose à rajouter de l'autre côté. Non, je vois les têtes qui font non. Marc, on parle de Google DeepMind pour jouer, pour se faire battre aux jeux vidéo, c'est ça ? Ouais, c'est un peu plus complexe que ça. En fait, DeepMind, c'est une des startups ou sociétés que Google avait rachetées en 2014. Et c'est une société qui était spécialisée dans la création d'agents animés par l'intelligence artificielle. Et le principal bébé de DeepMind, sur lequel ils ont continué à travailler après l'acquisition par Google, c'est un bidule qui s'appelle le DQN, qui signifie Deep Q Network, et qui est en fait un réseau neuronal profond. C'est-à-dire un réseau neuronal capable de représenter les informations de nature abstraite. Et donc, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est un réseau neuronal qui est capable d'apprendre tout seul. Alors jusque-là, il n'y a pas vraiment de nouveauté par rapport aux différents systèmes d'intelligence artificielle qui existent à l'état expérimental aujourd'hui, mais là où ça devient intéressant, c'est que ce réseau neuronal est capable d'apprendre très vite et toujours par le système d'essai-erreur. Et donc, le domaine évidemment de prédilection de l'apprentissage pour les réseaux neuronaux, ce sont les jeux vidéo. Alors ici, évidemment, il n'est pas question de mettre un truc qui va vous mettre la pâtée à Command or Conquer, des trucs comme ça. Non, on parle de vieux jeux du niveau de console Atari. D'accord. Vous voyez le truc. Mais le bidule a quand même réussi à obtenir très rapidement jusqu'à 75% du score d'un équivalent humain, uniquement justement en faisant ces essais-erreurs et sans aucune programmation préalable. Et pour la petite histoire, c'est le même système, donc le DQN de DeepMind, qui a été capable d'animer des robots qui ont appris à cuisiner. Alors ça peut être marrant, rien qu'en regardant des vidéos de cuisine sur YouTube, sans aucune autre explication. Ça fait peur. Vous collez le robot avec un système de reconnaissance de forme devant des vidéos de YouTube qui expliquent comment préparer tel ou tel plat, et le robot, à terme, est capable de les reproduire. C'est vraiment de l'apprentissage autonome. C'est rigolo, ça va plus loin quand même que de jouer contre la machine. On se rappelle, tu parlais d'Atari, il y avait des modes qui permettaient de jouer contre la machine. Il n'y avait pas vraiment d'intelligence là derrière, c'était une forme d'intelligence, mais bon, ça valait ce que ça valait. Ici, ça va quand même beaucoup plus loin, ça apprend. Voilà, là, à cette époque-là, c'était encore ce qu'on appelle des moteurs d'inférence, c'est-à-dire des programmes basés sur des ensembles de règles générées, pré-générées ou auto-générées en fonction des situations. Ici, c'est vraiment de l'apprentissage absolu.
Je voyais que Sébastien s'agitait de. Je voulais juste faire une précision rapidement, une toute petite parenthèse par rapport à ce que tu disais de reconnaissance d'images, etc. Que Shazam, qui est réputé pour reconnaître l'audio et en particulier la musique, va s'étendre également à l'image avec un accord conclu en décembre dernier avec la société Digimark, qui est spécialisée dans l'information dans l'image. C'est pas le principe c'est le watermarking. C'est une forme de watermarking dans l'image, et donc ils vont conclure des accords. Et comme tu parlais bouffe, c'est un petit peu le même principe, c'est que là vous faites une photo d'une assiette dans une revue par exemple, ou si on parle de mode, d'une robe ou d'un costume, il y aura des accords d'échange marketing avec des sociétés qui peuvent vendre en ligne par exemple ce type de produit. Fin de la parenthèse. Seb, tu voulais rajouter quelque chose? Je voulais rajouter une parenthèse, je sais pas si j'ai une minute pour l'explication, c'est pour les béotiens de comment ça peut marcher une machine qui apprend. Alors il y a toute une série de techniques, mais je voulais juste en expliquer une parce qu'elle est très facile à comprendre pour ceux qui ont suivi les cours de bio. C'est les algorithmes génétiques. Alors un algo génétique, comment ça fonctionne? Vous avez un problème, donc vous êtes un programmeur et vous dites ok, j'aimerais bien un algorithme qui me donne une estimation par exemple de combien je dois chauffer, à quelle heure je dois chauffer ma maison pour arriver à telle température à 18 heures, en consommant le moins possible. Donc ça, tu as un résultat, tu sais ce que tu veux exactement, et tu as un nombre de paramètres que tu peux faire jouer. Donc tu dis à ton algo génétique, voilà, ça c'est un record, tous les paramètres que tu peux faire jouer, et l'algo va bêtement commencer à faire des trucs aléatoires. Donc on va dire ok, voilà, on a une première génération en disant je fais 1, 2, 3 et on regarde ce que ça donne. Et le premier il donne à chaque fois un scoring à chaque résultat, et des meilleurs résultats il les mixe entre eux en disant lui il a obtenu un bon résultat, lui aussi, et pourquoi on appelle ça de la génétique? Parce qu'en fait il considère qu'il prend des couples, ils couchent ensemble, ils font un nouveau petit bébé qui a un nouveau record qui ressemble aux deux premiers mais moite-moite. D'accord. Et on donne de nouveau des scorings à cette nouvelle génération. Et on fait donc une série d'itérations, à chaque fois de nouvelles générations de records pour arriver à, on l'espère, la solution idéale. Mais t'es jamais sûr d'y arriver, peut-être que c'est pas la meilleure solution, mais c'est la meilleure solution. Ça peut être un détour énorme en fait. Enfin, ça peut prendre des virages complètement inattendus. Voilà, mais donc tu dois juste pouvoir mesurer ce qu'il fait. Et alors tu rajoutes à ça en plus après les mutations. Donc de temps en temps tu dis tous les X générations, pour un gars tu dis lui il est handicapé, je change un bit par hasard, au hasard et au random, et on va voir ce que ça donne dans les nouvelles dans l'évolution. Donc c'est vraiment basé sur la biologie remise sur une série de bits, et on se dit allez, on va voir ce que ça fait. En changeant par exemple un élément d'ADN par exemple, ou voilà, parce qu'il s'est pris un coup de soleil, celui-là pas de bol, il a un troisième bras qui pousse dans le dos, est-ce que ça va plus vite? Non, parce qu'il est en mousse le bras. Voilà. Franchement il y a des bouquins qui existent là-dessus, c'est assez passionnant à lire, c'est très amusant. Tu touches un bit, oh c'est devenu une vache. Voilà. Et puis bon, il faut quand même rappeler que c'est un cas d'école et c'est un passage obligé pour tous ceux qui font de la programmation. D'accord. Sur le truc. Et il faut avoir le cerveau qui va avec. Enfin, je veux dire, il faut vraiment aimer ça. Oui, mais c'est drôle parce que ça te marrant. D'autres cours, tu te dis tiens merde, pourquoi j'ai fait de la bio? Ah maintenant je le sais. David, on change de sujet parce que leur tourne l'air de rien. David, il va y avoir du changement pour Google+, apparemment, ça se scinde, ça se split, ouais. Ça va pas super bien en tout cas. Enfin donc voilà, c'est pas une grande nouveauté. Google+ n'est pas arrivé au résultat espéré par Google, donc très très loin de Facebook, très peu de communication, je veux dire, qui sont réalisés par ce réseau social, alors que il reste des gens qui ne jurent que par Google+. Malheureusement, on sent que Google va devoir prendre la décision, et tout part au fait d'un message que Bradley Horowitz, qui est le patron du réseau social pour Google, a publié cette semaine, où il est parvenu à parler du futur de Google+, sans jamais citer aucune fois Google+. Donc a priori pour lui, dans sa tête, c'est déjà acté. Et donc, effectivement, le service du réseau social se scinderait en deux gros pôles, qui sont d'un côté les photos. Et donc, on pourrait avoir un espèce de mix entre ce que Google+ propose et ce que Picasa proposait, puisque c'est dans le portefeuille de Google. Et d'un autre côté, le stream. Donc, et stream qui lui va plutôt gérer tout ce qui est échange entre les utilisateurs
utilisateurs du monde Google, quoi. Et donc, principalement de conversations. En marge de ça, on pourrait avoir vraiment la liberté pour Hangout. Oui. Donc Hangout qui était très très intégré à Google+, qui pourrait devenir un produit 100% autonome pour pouvoir se positionner en concurrent de Skype. Oui. Donc il y a encore rien d'officiel, on est toujours au niveau des rumeurs. Maintenant, on sait tous ceux qui suivent un peu l'actualité des réseaux sociaux savent que Google+ ne va pas bien depuis longtemps, que Bradley Horowitz, qui est le nouveau directeur du réseau social, et qu'a priori il n'a pas été choisi pour le garder tel quel, quoi. Tout le monde, si on croise l'information, cette actualité-là, on la croise et tout le monde ne va pas au même puits chercher l'info. Hein. C'est des observations qui sont faites à gauche et à droite. Tout le monde va à peu près dans la même direction et arrive à peu près à la même conclusion par rapport à ce qu'il est possible de faire de ces différents outils qui, pris indépendamment les uns des autres, ne sont pas mauvais, soyons clairs. C'est juste l'idée de faire un énième réseau social qui n'a pas pris. Google a à peu près tout essayé, puisque je rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, il nous forçait pour pouvoir laisser un commentaire, pour pouvoir faire ceci, pour pouvoir faire cela, il nous forçait à nous inscrire. Donc c'est pas une question d'avoir eu de la plus grande communauté, puisqu'il y a eu l'année passée, on retrouvait cette guerre de chiffres entre Facebook et Google au nombre d'utilisateurs. Après, c'est ce que les gens en font. Oui, donc c'est bien d'avoir un paquet d'utilisateurs, mais si les gens se connectent jamais, je serais quand même curieux de savoir qui se connecte au minimum une fois par semaine à son compte Google+, et pas par erreur. Oui. Moi, ça m'arrive aussi, mais c'est souvent une erreur. Moi, c'est pas par erreur, c'est parce qu'on a une page liée au podcast, et que comme ça s'est fait au même moment, le compte YouTube y est lié également. Enfin, tout ça est imbriqué l'un dans l'autre. Donc, oui, c'est pas volontairement qu'on y va, mais c'est parce que c'est un passage pas obligé, mais il est normal. Et puis voilà, et c'est rentré dans les habitudes. Mais de là à communiquer, l'aspect communautaire, il y a moyen de créer des communautés dans Google+. Ça fonctionnait plutôt pas mal, et c'était plutôt, c'est toujours plutôt actif, contrairement au groupe Facebook que je trouve moins utile, par exemple, pour le coup. Donc voilà, chacun voit un petit peu midi à sa porte, mais il y a de bonnes choses dans Google+. Il faut pas. Il n'y a pas que des mauvaises choses. Voilà. Là, simplement, ça n'a pas obtenu. Je crois que Google ne joue pas dans les mondes où ils savent pas être leader. Donc, ils préfèrent se renouveler pour devenir leader réellement que essayer d'être un suiveur. C'est pour faire du Facebook. Il y a Facebook, quoi. C'est sûr, effectivement, c'est une belle observation. On va rejoindre Seb pour parler sécurité un petit peu et de Nox. C'est quoi Nox finalement? Excellente question. Alors c'est un truc qui existe déjà sur les téléphones Samsung maintenant. C'était un peu la suite de la sortie de Samsung S6. Et en fait, c'est une appli qui vous permet d'avoir un environnement contrôlé, sécurisé pour d'autres applis. C'est-à-dire que tu as une appli mail qui se connecte au boulot, tu as peur que ton téléphone soit volé, piraté, là tu as un genre de coffre-fort, Nox. Qui va crypter les informations ? Qui va crypter les infos, etc. Alors si je continue à t'expliquer ce que fait Nox, tu vas finir par me dire, mais on en a parlé la semaine passée, c'est Google for Work. Oui. Ou Android for Work. Et en fait, oui, c'est Google for Work, sauf que à la base, au dernier Google I.O. l'année passée, Samsung et Google avaient annoncé qu'ils allaient avoir une partie des fonctionnalités de Nox qu'ils allaient utiliser en collaboration, grands amis, tout le bazar. Pour finir, effectivement, Google a fait Google for Work et Samsung continue à se dire, nous, c'est Nox le meilleur, on vous emmerde. Donc, j'ai l'impression que le torchon brûle parfois un peu entre les deux. Et qu'ils essayent vraiment tout doucement de s'affranchir de ce que permet Android et de rajouter le surcouche, le truc pour le boulot, les applications Microsoft qui viennent d'embarquer avec pour tout ce qui était Office 365 sur le nouveau téléphone. Là c'est un peu pareil, c'est un peu... ça prépare sa sortie, j'ai l'impression. Oui, tu as l'impression qu'ils vont peut-être plus cloisonner leur OS. Non, j'ai plus l'impression qu'ils vont ressortir leur truc proprio à eux pour D'accord. Tout en ayant rajouté suffisamment. Oui, c'est ça. Mais au fur et à mesure, avec les années, ils rajoutent des trucs où tu dis oui, c'est bien ça, ce truc sur Samsung, sur Android, et en même temps, ils ont ça sur leur OS. Donc à un certain moment, la fenêtre est suffisamment mince pour qu'ils se disent allez, salut Samsung, salut Google, quoi. Oui, c'est ça. On verra bien, évidemment, mais ça ne se fera pas dans l'année. Il faudra encore un peu de temps, j'ai l'impression. C'est de la prédiction. On va dire ça.
Voilà. Seb, observation, si vous dépassez 30 cm, cachez-vous de Google Maps. Voilà. Oui, c'est bien. Bon, alors, c'est bien. Si tu passes de 30 cm, hein, bon, déjà chapeau. Oui, bien sûr. Mais voilà, alors c'est une petite news qui passait inaperçue. Et en fait, si vous allez voir les cartes sur Google Maps, vous voyez qu'au fur et à mesure que le temps passe, maintenant elles sont de plus en plus jolies. Oui. Alors pourquoi parce que d'abord il y avait toutes les histoires où on passait avec des avions, on passe à altitude, on fait plein de photos, c'est magnifique, c'est tout bazar. Ouais. Sauf qu'en fait non. C'est trop cher les histoires avec des avions et puis ils peuvent pas passer là où il y a trop de gens, donc ça dans le fond c'était pas possible. Et il y avait une firme française qui distribuait des cartes qui étaient donc au niveau de détail de 30 cm. Les Américains n'avaient pas le droit d'aller aussi bas parce que c'était secret, machin, sécurité, on peut pas, c'est trop dangereux. Et les boîtes américaines ont interpellé les législateurs américains en disant écoutez, c'est pas juste, nous on peut pas, mais il y a une boîte française qui en vend. Donc nous aussi on veut. Et donc aux États-Unis ils sont étrangement vite sur le coup. Ils ont accepté aussi que les boîtes américaines en vendent. Et donc maintenant on aura des photos de 30 cm de chez tout le monde venant des satellites. Voilà, donc c'est un degré de précision, rappelons-le, les 30 cm. C'est-à-dire qu'un objet d'une taille de 30 cm serait totalement visible et rentre dans la définition. Ici, on est au-dessus, normalement, on est au-dessus du mètre. Il ne pouvait pas descendre en dessous de 70 cm, je pense, de mémoire. D'accord. Donc, ça va aller beaucoup plus... Voilà. Ce sera plus précis. Précisément. Et donc, ce sera plus joli aussi par la même occasion. Ce sera plus joli et tu pourras voir où sont les poubelles, où sont les machins. C'est ça. Tu pourras tout voir. Les sacs orange et tout. Et bientôt, ça n'embêtera plus personne avec des avions. Parlez pas tous en même temps, Adrien. Je dis bientôt Google Cat, tu pourras même retrouver ton chat quand tu l'as perdu. Par exemple, oui, si ton chat fait plus de 30 cm, ce qui est souvent le cas. Oui, non mais attends, tu dis ça en rigolant, mais le satellite, alors la boîte Digital Globe passe toutes les 97 minutes au-dessus de toi. Oui. Donc toutes les 97 minutes, ils font une photo de toi quand tu sors de ta maison. Donc, j'espère qu'il te faut moins d'1h30 pour sortir de ta maison. T'as même le temps de revenir, je pense. Je me suis toujours posé la question, pourquoi est-ce qu'on taperait pas un satellite au-dessus de 2 autres pays? Effectivement, quand t'as un gosse que t'as paumé, la police pourrait avoir accès aux vidéos à 30 cm, tu sais largement suivre une voiture. Oui. Ah oui, ça c'est clair. Tu peux même... sans grande difficulté. Jouable, ok, David, on change complètement de sujet. On va parler encore une fois un peu quand même du Mobile World Congress 2015 avec Uber, dont on a beaucoup parlé cette semaine à cause des manifestations à Bruxelles, etc. Uber va maintenant pouvoir également livrer vos repas, donc il rentre en concurrence avec encore un autre service. Avec Pizza Hut. Par exemple. Soyons clairs, comme ça le truc est lancé, mais c'est l'annonce, par contre, c'est vraiment l'annonce pour moi du Mobile World Congress. Ça vous donne un petit peu une idée de ce qui a été annoncé. Pour tout le reste, Uber parvient à se développer et donc lance un nouveau service. Et il a été officialisé à Barcelone cette semaine-ci avec Uber Eats. Et donc, comme son nom l'indique, c'est la possibilité de commander chez des partenaires Uber de la nourriture et d'être livré en 10 minutes. Mmh. C'est plutôt cool. Alors, ça ne sert à rien d'aller voir tout de suite, puisqu'on est toujours au niveau de l'annonce. Uber a clairement communiqué sur le fait qu'il n'y aurait pas une application spécifique pour ce service, mais que ce serait à travers l'application existante qu'on pourrait faire appel à ce service. Et moi, je trouve ça relativement sympa, parce qu'ils vont travailler sur des repas à 10 €. Avec 2,50 € de frais de livraison. D'accord. Ça veut dire qu'un repas à 12,50, ça semble pas super cher. Et honnêtement, moi si on rentre tard le soir ou quoi, et qu'on a envie de se faire livrer, c'est une bonne idée. On est sur le même principe que le service de taxi, c'est-à-dire que ce sont des particuliers qui font la livraison. Et qui bouffent les fruits. Ils diversifient leurs activités. Moi, je trouve ça pas mal. Oui, c'est pas mal. Ça va pas plaire à tout le monde une fois de plus, mais... pourquoi pas. Ils auront moins de concurrence, à mon avis, ils auront moins d'emmerde avec Uber Eats qu'avec Uber et les taxis, quoi. Peut-être. Ça commence à démarrer pas mal. Il y a en Belgique, par exemple, Pizza.be qui fait énormément de livraisons aussi. Oui, mais c'est ça. Je vois que ça comme concurrent, comme ça. Est-ce que Pizza.be, là j'ai un doute, Pizza.be ne fait pas de livraison eux-mêmes? Non, ils prennent les commandes.
Ils ne font que l'intermédiaire entre... c'est ça. Donc, ils ne livrent pas. Donc il y en voilà. a un qui le fait sur la Belgique qui s'appelle Take It Easy et qui est, lui, limité sur principalement la région bruxelloise. Et c'est eux qui livrent ou ce sont les restaurants qui livrent? Parce que j'ai un doute là-dessus. Je crois que c'est eux qui livrent parce que justement, ils ont certains restaurants qui sont en périphérie et qui ne livrent pas jusque chez moi, alors que grosso modo, il suffit de traverser la route. D'accord. Mais il y a une autre boîte qui le fait, mais pas la bouffe, j'avoue, c'est La Poste. Oui, effectivement. La Poste a un service de livraison à domicile. Vous allez dire, bah oui, c'est La Poste. Ça s'appelle le courrier. Non, ils ont... Eh bien non, justement. Ils ont un service, effectivement, où tu peux dire, j'ai besoin que tu ailles chercher mon médicament à la pharmacie, ça chez le fleuriste et le machin, et tu fais ta liste, et ils vont le chercher et te l'amènent pour toi. Donc avec leurs partenaires. Donc effectivement, et les tarifs sont quand même légèrement plus élevés que 2,50 €. Ça risque de faire mal à la Poste, et c'est pas un service qui a démarré non plus sur les chapeaux de roue. Pourtant, c'est un service intelligent et qui peut rendre pas mal de services à pas mal de... C'est clair. C'est clair. On va revenir peut-être à côté plus high-tech de la chose, si vous voulez bien, avec Marc, qui va nous parler de rationalisation de la gamme Atom chez Intel. Oui, effectivement. Enfin, rationalisation et harmonisation. Intel, en fait, a voulu appliquer à la gamme Atom, qui est, on le rappelle, c'est System on Chip d'entrée de gamme, la même rationalisation et la même nomenclature qu'ils ont fait pour la gamme de processeurs classiques, c'est-à-dire Core i3, Core i5, Core i7. Et donc, en fait, ils ont dévoilé la gamme Atom classée selon les X3, les X5 et les X7. Alors, évidemment, si c'était aussi simple que ça, on s'arrêterait là, mais c'est pas le cas. Pourquoi? En fait, tout simplement, il y a déjà une grosse différence entre les atomes X3 et les atomes X5, X7. Déjà, la technologie utilisée n'est pas la même, donc ce ne sont pas les mêmes corps, ce n'est pas la même finesse de gravure qui sera utilisée, et puis surtout, le positionnement n'est pas le même. Par exemple, la gamme X3 va intégrer directement un modem 3G, 4G, capable d'aller jusqu'à, alors si je me trompe pas, ils vont intégrer un modèle qui peut aller jusqu'à du 450 mégasecondes, ce qu'on appelle donc couramment la 4G++. On rappelle donc ce sont des SoC qui intègrent le CPU, les graphiques, toute l'interface connectivité, le chipset, la mémoire, le stockage, etc. Donc c'est vraiment un système complet sur une puce. Qu'on voit souvent sur les ordinateurs portables et des choses du genre. Moi je me rappelle de l'époque des Centrino par exemple, qui introduisait également le Wi-Fi et des choses comme ça. C'est la même chose en fait, c'est le même principe. C'était de la merde, hein, à propos. Oui, on est bien d'accord, mais c'était l'exemple que je citais, c'était pas la qualité. Alors ici, donc les X3 petite précision, les X3 étonnamment ne vont pas être fabriqués par Intel proprement dit, mais par une société qui s'appelle Rockchip. Et donc, de leur côté, les X5 et les X7, eux, seront basés sur des architectures plus traditionnelles, Cherry Trail, avec une finesse de gravure qui est donc bien supérieure à celle des Atom X3. On parle d'une finesse de gravure en 14 nanomètres, et ils seront à mi-chemin, en fait, entre le simple chipset ARM et des processeurs complets. D'ailleurs, le positionnement qu'Intel leur donne, c'est vraiment des processeurs et des chipsets qui vont être embarqués dans des appareils moyens à haut de gamme, tandis que vraiment le X3, lui, va être distribué dans absolument tout ce qui peut accueillir un chipset de type ARM standard. Et oui, je peux, à propos de processeurs, vous avez vu, je l'ai pas mis parce que plus personne s'en souvient, mais vous avez vu qui a survécu et revenu cette semaine dans les news? AMD. Ah oui, c'est vrai. J'ai toujours. Le truc qu'on n'a plus vu depuis des années. Oui, mais ils n'ont jamais vraiment disparu. Ils ont juste mis un peu en sommeil, on va dire. Oui. Et donc, ils sont revenus avec quelque chose de bien ou de la merde? Faut pas oublier qu'AMD, c'est quand même principalement les anciens ATI, quoi. Oui. Aussi. Oui. C'est vrai. Écoute, Joker. Pas d'opinion pour l'instant. On verra quand plus tard. Ils ont beaucoup perdu depuis qu'ils font plus leur processeur eux-mêmes. Maintenant, il faut juste que les designer. Et puis après, c'est plus. Et puis donc, ils ont des problèmes pour descendre au niveau de la finesse. Donc, voilà. Quelqu'un voulait rajouter quelque chose? Je voyais des yeux clignoter du côté de chez. Non.
C'est rigolo. Marc, on continue sur notre lancée, mais on va être un petit peu plus léger et surtout moins cher pour parler de Xiaomi qui se lance dans la caméra embarquée, la petite caméra sportive, la caméra de l'extrême, la GoPro, quoi, on peut dire. Oui, de toute façon, c'est le concurrent affiché. Xiaomi vient marcher sur les plates-bandes de GoPro avec un modèle qui est assez sympa. Déjà au niveau du prix, le truc sera vendu en Chine 399. Je connais même pas le nom. Je me rends compte, je connais même pas le nom. C'est Rib Mini, je crois, ou Yuan, voilà. Bon, ça fait à peu près $64. Pour ce prix-là, on a une caméra qui enregistre en 1080p à 60 images secondes, qui comprend un appareil photo 16 mégapixels avec un capteur Sony Exmor. Donc autrement dit, à matériel équivalent, les caractéristiques techniques proposent déjà une qualité supérieure à celle de la GoPro Hero, qui elle filme en 1080p à 30 images secondes et dont l'appareil photo n'est que de 5 mégapixels. Alors la Xiaomi embarque aussi plus de mémoire. Elle est étanche, elle peut aller jusqu'à 40 mètres sous l'eau, ça intéressera peut-être David. Elle possède une ouverture de champ de 155 degrés et elle est tout à fait en vente. Alors pour l'instant en Chine, mais si vous allez sur des petits sites comme c'était comment encore le site où on achète nos petits trucs là, amusants, Xbuying, voilà, vous pouvez la trouver à plus ou moins la conversion 1 euro à 1 dollar. On va passer la parole à David qui s'est penché évidemment sur la distribution de cet outil. Je voulais juste faire une toute petite parenthèse en passant. Il existe une caméra à peu près similaire à celle-là avec des spécifications quasiment similaires à celle-là sous la marque LDLC. Je dis ça comme ça en passant. Vendue chez LDLC également. Mais pas tout à fait, va me dire David. David prend sa tête comme un hochet. Non, voilà, même pas du tout parce que la LDLC Cam, qui est une très bonne caméra, est en vente depuis une petite année maintenant. C'est pas du tout les mêmes composants techniques, donc on n'est pas sur de la qualité de capteurs Sony, mais sur des capteurs nettement moins chers. C'est vrai que c'était la première caméra qui passait sous la barre des 100 euros. Elle était disponible en Europe directement. C'est pas une mauvaise caméra, mais comparativement à ce que Xiaomi vient d'annoncer ici, elle vient de prendre, elle vient d'être remisée au placard. Et c'est la réaction qu'on a eue sur les réseaux francophones. C'était que effectivement au revoir LDLC, quoi, parce que c'était une caméra qui marchait relativement bien pour les petits budgets. On est bien d'accord, mais en même temps le comparatif qu'ils font eux-mêmes avec la GoPro Hero, c'est pas non plus le dernier modèle de la GoPro qui c'est l'entrée de gamme. Donc la caméra qui est proposée par GoPro à 125 euros, donc il faut relativiser aussi parce qu'effectivement tout le monde a un petit peu communiqué et tout le monde a l'impression qu'une GoPro ça coûte toujours 399 euros. Il faut pas oublier que la Hero elle est proposée à 125 euros. Maintenant Xiaomi a eu le loisir de se positionner sur chaque élément un petit peu au-dessus. Et effectivement, l'annonce de la I, puisque c'est son nom, elle s'appelle YI, donc I, a fait un petit peu de buzz cette semaine-ci. Il faut savoir qu'elle est déjà en rupture de stock en Chine. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que Xiaomi a communiqué via Hugo Barra. Donc Hugo Barra, on en avait parlé dans un autre podcast il y a quelques temps. C'est le vice-président de Xiaomi qui était un ancien de chez Apple. Pour ceux qui ont le podcast en vidéo, vous allez pouvoir jeter un œil au niveau des designs. On sent qu'il y a quand même une solide inspiration stylistique entre Xiaomi et Apple. Mais lui, donc Hugo Barra a communiqué cette semaine-ci pour dire que la marque commençait son extension au marché européen. Donc c'est déjà officiel pour la France. Donc Xiaomi sera disponible au niveau de la France. Et qui dit la France dit très facilement toute l'Europe. Oui. Par le biais d'Amazon ou par le biais d'LDLC ou d'autres. Par contre, uniquement pour ce qu'ils appellent leurs produits lifestyle. Donc pas les smartphones et pas les tablettes, puisqu'il faut quand même pas oublier qu'historiquement Xiaomi c'est une marque de smartphones et de tablettes relativement bien conçue à des prix très très agressifs. Mais par contre la caméra I, elle fait partie de la gamme lifestyle, tout comme les casques, les batteries externes et le band, donc le bracelet connecté qui existe dans leur gamme. Donc tout ça devrait être disponible courant de cette année-ci au niveau européen.
Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool et c'est à suivre, effectivement. Changement de sujet, une fois de plus, avec Marc pour parler de Facebook qui introduit une prévention anti-suicide. Il me semble que moi, j'avais déjà parlé d'un truc similaire il y a quelques années. Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est vraiment nouveau? Est-ce qu'ils ont évolué dans cette application? Alors, je ne sais pas s'ils ont évolué parce que pour moi, c'est quelque chose que je découvre, effectivement. Mais effectivement, donc Facebook vient de mettre en place un dispositif qui permet de prévenir les suicides chez certains utilisateurs jugés fragiles, et ça fonctionne sur base d'un référencement, dans la mesure où c'est l'entourage qui va prévenir Facebook que telle personne est peut-être dépressive, qu'elle a des pensées suicidaires ou qu'elle a un comportement qui est un peu inquiétant, via un petit bouton qui sera placé sur les publications. Et ça va entraîner l'affichage chez la personne concernée d'un message type disant salut, un ami pense que tu vis quelque chose de difficile et nous a demandé de jeter un coup d'œil à tes récentes publications. Et ces publications, en fait, seront examinées par des spécialistes. En fait, Facebook s'est associé avec des groupements américains, parce que pour l'instant, c'est évidemment on teste uniquement aux States, des groupements spécialisés dans la prévention du suicide comme No Matters Now ou The National Suicide Prevention Lifeline, mais également avec des personnes qui ont déjà effectué des tentatives de suicide afin de comprendre les mécanismes qui mènent au passage à l'acte. Et donc, en fait, Facebook prend le phénomène très au sérieux dans la mesure où, des personnes qui annoncent via Facebook qu'elles vont se suicider puis qu'elles passent à l'acte, c'est déjà arrivé quelques fois et ça a tendance à faire tâche. Il y a aussi eu de drôles de surprises, de gens qui jouaient un petit peu sans s'en rendre compte vraiment que ça allait inquiéter leurs amis, leurs proches, etc., qui jouaient un petit peu avec le feu et qui se sont retrouvés avec des policiers devant leur porte parce que les gens s'inquiétaient. Donc c'est à double tranchant, ce genre d'outils, c'est très bien de les introduire et de les perfectionner, etc., parce que finalement, on le voit bien, un réseau social, ça devient un lieu de vie comme un autre, en quelque sorte. Donc c'est plutôt pas mal, mais bon, en même temps, il faut pas en abuser non plus, à force de crier fontaine, comme on dit. Soit, à suivre, là aussi, c'est une initiative qui est valable. Source de suicide possible, par exemple, c'est par exemple quand on voit que Windows XP continue de grimper. Je vois vraiment pas pourquoi, parce que c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, c'est plutôt une bonne nouvelle en fait. Sur les suicides, je sais pas s'il y en a un de vous qui regarde Person of Interest. C'est une série parmi d'autres. Et dans un épisode, je pense que c'est celui d'il y a 2 semaines, il y avait justement une intelligence, la grande vilaine machine qui vous surveille, qui poussait les gens à consommer des médicaments et certains à se suicider. C'est chouette. Je ne sais pas si Facebook a subitement regardé Person of Interest et s'est inspiré, mais en tout cas, la coïncidence était assez amusante. David avait un truc à rajouter là-dessus, peut-être. Oui, sur Facebook, il y a une info qu'on n'avait pas relevée, mais donc on a la possibilité maintenant de léguer. Donc, si quelqu'un arrive à se suicider, c'est un peu malheureux, mais il pourra décider avant de mourir à qui il va pouvoir léguer son compte. Et ça va plus loin, puisqu'on va pouvoir aussi aller jusqu'à l'autodestruction. D'accord. Donc, voilà, il facilite aussi par rapport à tout ça. Ceci dit, on en sourit, on en rit, parce que c'est comme ça tombe bizarrement dans notre fil de discussion, mais c'est jamais très agréable. Faites-moi confiance d'être ami avec quelqu'un que vous connaissiez bien et qui est décédé, et que vous gardez dans votre liste d'amis, c'est très particulier. C'est pas une expérience très, très chouette. Oui, mais qu'il soit suicidé ou pas. Un décès aussi. Je parlais juste d'un décès. Que d'autres personnes continuent à lui souhaiter son anniversaire. Oui, c'est ça. C'est un petit peu gênant. Quoi qu'il, on voulait parler de Windows XP qui continue de grimper. Plus 0,2%, c'est pas non plus une ascension extraordinaire. Pour un OS qui n'est plus distribué, c'est pas mal. C'est pas mal, et je veux dire que j'ai regardé un peu, je sais toujours pas pourquoi. Donc c'est assez hallucinant. Donc voilà, Windows XP. Je pense que ceux qui avaient Windows XP qui se sont dit on va mettre Windows 7 ou Windows 8, ils sont vite revenus en arrière, donc c'est remonté. C'est étrange, Windows 7 continue à garder la tête, ils ont 56% des surfeurs. Alors c'est selon un des instituts, c'est Net Market Share, mais les autres ont plus ou moins le même genre de tendance. Windows XP est toujours le 2e, il a presque 20% de part de marché devant Windows 8.1 ou Windows 8 qui n'ont que 10 ou 3%. Donc Windows XP ça roule. Pas mal.
C'est assez étrange. C'est assez particulier. Si un jour, ou si quelqu'un a une explication, si un jour on la trouve, on le partagera, mais là, désolé, je ne sais toujours pas. On en va enquêter là-dessus. Oui, écoute, voilà. On va chez Adrien, tiens, monsieur logiciel libre, il fallait bien qu'il nous sorte un Firefox à un moment donné de derrière les fagots. Hein, Firefox Internet Dashboard. Qu'est-ce que quoi, Cookies? Qu'est-ce que c'est? Ça fait partie des petites choses que Mozilla fait assez sympathiques. Ouais. Et ici, c'est en fait juste un plugin, donc c'est pour vraiment pour les gens qui utilisent Firefox, super sympathique d'analyse de votre utilisation d'Internet. Donc, alors déjà, c'est sympa parce que les données sont enregistrées sur votre machine. On commence pas à analyser et donner tout ça à des grosses sociétés qui en font des sous. Et alors, à ce niveau-là, on a c'est assez bien foutu. C'est disponible qu'en anglais actuellement, c'est en bêta. Comment ça marche? En fait, ça va analyser vraiment le flux web le flux web, tout ce que vous faites, l'analyse des URL et éventuellement des pages. Et ça va générer une série de graphiques qui va vous permettre de vraiment avoir votre profil web en tant que surfeur. Donc voilà, moi Adrien, surfeur, qu'est-ce que je fais sur le net? Donc voilà, c'est un petit truc. C'est des petites stats, c'est des petites stats personnelles, quoi. C'est ça, c'est assez sympathique pour savoir ce qu'on fait sur le net, se rendre compte un petit peu. Normalement, on sait ce qu'on y fait. Hein. Peut-être pas besoin d'un outil statistique pour ça, mais c'est vrai qu'on peut se poser de temps en temps la question de savoir est-ce que j'ai passé beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, ou est-ce que j'ai passé plus de temps à bosser, ou est-ce que, voilà, pourquoi pas, finalement, une fois de temps en temps, s'intéresser à ce genre de choses. On en parlait en off, je profite de ta présence, Adrien, peut-être que tu as des infos là-dessus, ou sinon c'est peut-être une question piège, j'en serais désolé, de cet outil de communication vidéo un peu concurrente d'un Hangout que Firefox propose. Est-ce que tu as des infos là-dessus? Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Il va me dire que c'est bien. De ce que j'ai testé, ça a l'air vraiment sympa, mais je vais avouer que je vais tester tout ça demain parce que je vais à un club Linux et on fait un atelier WebRTC. Ah bah tu reviendras nous en parler alors. Je pourrais en parler, effectivement. Sébastien? Oui, bien, pas bien. J'allais poser la même question à Adrien s'il savait plus, mais moi, bien, pas bien, nous on a eu une conversation assez longue entre IT. Bien, pas bien, je comprends de mon point de vue pas pourquoi Firefox se lance là-dedans. Parce que pour moi, Firefox, comme Chrome, comme Dieu, c'est des navigateurs et j'ai pas besoin de ce type de fonctionnalité intégrée de base. Ici, tu vois, la première fois que tu lances la nouvelle version de Firefox, tu te prends une grande page, bonjour, on a un truc de conversation avec un gros logo Telefonica. Oui, ok, c'est bien, tu dois manger, mais je pouvais installer plugin pour ça si j'en avais envie. Il faut reconnaître que c'est une conversation. Moi, j'ai vu ça, je vois ça régulièrement dans les conversations quand on parle de logiciels libres, de Mozilla, etc. Que ça embête un peu tout le monde dans cette communauté, en tout cas, d'avoir de la communication voice over IP ou vidéo attenante soit à Microsoft, soit à Google. Et que donc peut-être que c'est pour s'amender justement des grands satans que finalement l'idée c'est d'avoir leur propre réseau. Je peux argumenter cet aspect-là, qui est. Il faut savoir que, il y a deux grands projets auxquels je pense, c'est Canonical avec le projet Ubuntu et Mozilla de manière générale. Il faut savoir que les communautés du logiciel libre ont tendance à râler en disant ouais, mais ce choix n'est pas cohérent, etc. Il y a un truc que la communauté oublie souvent, que ce soit pour Ubuntu comme pour Mozilla, c'est que ce sont des projets qui ont des targets en particulier. Par exemple, Mozilla sait faire un Internet plus libre. Donc, il y a des décisions qui, du public, sont difficilement compréhensibles parce que qu'est-ce qu'on a comme idée? C'est Firefox, c'est le marché des navigateurs, Ubuntu, les OS, etc. Et donc, des fois, on a la communauté qui réagit négativement à quelque chose et des fois, on ne comprend pas parce que c'est pas très cohérent. Et en fait, indirectement, il y a aussi du développement technologique qui est derrière pour faire avancer le web et pour garantir un Internet toujours libre qui est là pour le navigateur. Même chose dans les OS, par exemple avec Ubuntu, on a eu des évolutions où les gens ont gueulé, ils ont dit mais enfin, machin, ça doit être libre, par exemple le partenariat Amazon, mais on oublie par exemple
exemple que Ubuntu n'est pas un projet logiciel libre à la base. Le logiciel libre est le moyen. C'est un projet social humain qui veut fournir un système d'exploitation accessible à tous. Et quand on parle d'accessibilité, c'est des fois de dire tant pis, on va devoir mettre Flash dedans parce que Flash c'est partout sur Internet et monsieur tout le monde en a besoin. C'est là, et là je comprends aussi le questionnement de Seb et de bien d'autres personnes. Je l'ai entendu également par rapport à ce type d'outils. C'est là où le côté philosophique s'entrecroise avec l'intérêt. Voilà, et donc de temps en temps il y a comme ça des choses un petit peu particulières. En l'occurrence ici, cet outil, c'est un truc de plus, oui, mais qui a le mérite d'exister, sans doute, que l'on va tester, évidemment, et si ça se trouve, demain, ce podcast, on le fera via ce type d'outil, parce qu'il est peut-être plus performant, ou il répond plus à nos attentes, à nous, comme ça peut répondre à plus d'attentes de la part de certains publics. Voilà, je ne sais pas si on a complètement répondu à la question que vous posiez chez vous et que Sébastien posait à Adrien, peut-être, oui, non ? Oui, bien sûr. Moi, le seul truc qui me choquait là-dedans, c'est de m'être pris un gros logo Telefonica dans les dents en lançant mon Firefox. Oui, ça. Après, voilà, je comprends qu'ils doivent manger, quoi. Oui. C'est l'aspect financier qui est pas évident, parce qu'il faut savoir que Mozilla a été financé quasi totalement par Google pendant tout un temps, et maintenant, comme ils commencent doucement à voir ce qu'ils veulent, Google commence à avoir de moins en moins d'intérêt. C'est la grande question, c'est quand ils vont fermer les robinets. Ça, dès qu'on lance, Adrien, sur ce type de sujet, c'est parti. On va pas faire 2 heures non plus. Là-dessus, on va passer à la suite, Adrien, pour parler de Steam. Alors, on a souvent évoqué la fameuse machine Steam. Là, c'est fait, c'est du concret maintenant, c'est parti. Il y a du concret là. Ça y est, on a des dates, ça va arriver. On est tous. Donc, il y a eu la Game Developer Conference. Donc, il y a eu plein de sujets jeux vidéo, mais moi, j'ai voulu me concentrer là-dessus pour l'aspect technique. Donc, ça y est, Valve, qui avait fait son jeu de dire on se sépare de Windows, on va sur Debian pour créer notre SteamOS, qui est arrivé. On a eu le mode Big Picture qui permet d'utiliser le système sur une télévision et une manette. Et là, le contrôleur est enfin été annoncé dans sa version finale. Donc l'image que vous voyez si vous regardez le podcast, c'est vraiment ce que ça va être le contrôleur. Donc avec ces fameux trackpads sur le supérieur. Ça va être disponible pour $50. C'est le prix que ça a été annoncé. Ce sera en automne que ça va arriver, donc en même temps que la Steambox. Donc, il faut savoir que la Steambox, Valve a fonctionné sur un marché assez spécial, à savoir que eux vont fournir leur Steambox en novembre, mais tous les autres constructeurs vont pouvoir aussi créer leur Steambox. Et donc, on va avoir un marché assez important dans le sens que on va avoir toute une série de constructeurs qui vont fournir la machine, et Valve qui fournira aussi sa machine fait maison, en sachant que ça reste un système d'exploitation libre sur lequel on peut tout installer. Et mine de rien, vu le catalogue qui est disponible, moi par exemple ce matin j'ai été très étonné, il y a eu l'annonce que le dernier Batman qui est sorti va arriver sur SteamOS, entre guillemets, ce qui veut dire SteamOS veut dire Linux. Donc tout doucement, le marché du jeu vidéo, où il ne faut pas se leurrer au niveau du marché PC, où il y a énormément de gens qui sont sur Windows, tout doucement, on va arriver vers une transition sous Linux. Donc, j'essaie de sortir un petit peu une boule de cristal, façon de parler. Je pense que si ça marche vraiment, que le pari est gagné, on va peut-être avoir un afflux plus important de joueurs qui vont glisser vers du Linux. Donc, après, les puristes vont dire oui, mais c'est pas du logiciel libre, on utilise le logiciel libre, etc. On va pas rentrer là-dedans. Oui, c'est ça, il y a un logo, il y a de l'argent, donc c'est pas évident. Mais je trouve ça pas mal déjà, parce que quelque part, avec toute l'actualité qu'on a eue, l'espionnage, etc., je dirais que la base déjà est déjà un peu plus propre, on va dire. D'accord. Puisqu'on parle jeux vidéo, on va tout doucement terminer ce numéro avec ça. On peut maintenant aussi jouer sur quoi ? C'est un émulateur en ligne, ça s'appelle playdosgamesonline.com. C'est ça en fait. On peut jouer au bon vieux jeu qui fonctionnait sous DOS en ligne.
Tout à fait. Il y a toute une série de jeux qui sont libérés. Il y a sur archive.org, on peut récupérer aussi les jeux parce qu'ils sont devenus partie du domaine public. Je vais juste donner ce petit site parce que je le trouvais sympa. Il y a toute une collection de vieux jeux DOS. Ouais. Il y a même une catégorie système d'exploitation. Vous pouvez lancer en ligne Windows 3.1 si vous voulez voir à quoi ça ressemble pour le fun. Donc voilà. Ça fonctionne en HTML5 ou en Java selon les jeux. Il y a moyen de trier le catalogue. Alors, je vais juste citer quelques titres. Les titres phares. On a du Wolfenstein 3D. Ah, bah oui. On a du Prince of Persia, Doom 1, Doom 2. Bref, que du bonheur. Les Mega Man. Est-ce qu'il y a Wolfpack, un jeu méconnu de sous-marin très chiant. Wolfpack, oui. C'était. Oui, parce qu'un sous-marin, ça va pas super vite. Alors, quand vous décidez de faire un truc, vous lancez l'ordre et puis vous allez faire ce que vous avez à faire la journée. Et 8 heures après, le sous-marin est peut-être arrivé là où il devait être. Mais voilà. Je ne l'ai pas trouvé malheureusement. Eh ben voilà. Mais c'était l'époque où on disait des jeux d'un réalisme incroyable. Oui. Et on s'excitait devant quelques pixels et on y croyait. Les flaques de sang étaient carrées, rectangulaires. C'est ça, très particulier. Oui. Ouais. Et on trouvait Lara Croft sexy avec sa poitrine triangulaire. Par exemple. On termine tout doucement ce numéro 24 avec Marc et un brawl. C'est le brawl pour conclure. C'est un brawl pour conclure, mais un brawl intelligent. Mais c'est pas con, c'est un brawl c'est pas idiot. C'est Ikea qui nous propose un accessoire intégré, on va dire. Voilà. On se rappelle, c'est pas la première fois que Ikea fait des incursions dans des trucs plus ou moins, on va pas dire domotiques, mais expérimentaux. On se rappelle qu'il nous avait sorti un meuble télé avec télé intégrée et toute la connectique qui allait avec. Ouais. Ici, en fait, ils ont fait un partenariat avec le Wireless Power Consortium et ils commencent à sortir sur certains modèles de consommables, style lampe, tablette, etc., ou même carrément sur certains meubles, des chargeurs QI intégrés. Alors, pour rappel, un chargeur QI, c'est simplement un chargeur sans fil. Mais c'est pas un chargeur qui cuit. Hein, non, voilà. Donc, si votre téléphone est équipé de la petite bobine à induction qui va bien, vous pouvez simplement déposer votre téléphone sur le gros symbole plus et il va charger. Tout simplement. Voilà. C'est con, mais ça marche bien et c'est pratique. C'est pas idiot du tout et au moins ça a l'avantage d'être un peu intégré de manière un peu intelligente parce que c'est vrai que tous ces trucs avec des fils qui courent dans tous les sens, c'est pas idiot d'uniformiser un petit peu tout ça pour. C'est bon pour le WAF. C'est exactement bon pour le WAF parce que finalement c'est vrai qu'on se retrouve des fois avec des trucs pas très jolis quoi, et de couleurs. Voilà. Je pense qu'on a fait un peu le tour de tout. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter pour sa défense du côté d'Adrien, de David? Un dernier hommage quand même suite à l'actualité. Paix à son âme, Léonard Nimoy est parti. Juste une petite actualité amusante. Il faut savoir que les Canadiens ont un billet de $5 où le personnage qui est dessus ressemble fort à Léonard Nimoy. Ouais. Et donc le Trésor canadien dit arrêtez de dessiner des Spock sur ce billet. Il suffit de lui rajouter des cheveux et des oreilles en pointe et c'est parti. Hein. J'ai pas la photo dans le machin, c'est pas grave. Si vous tapez $5 canadien Nimoy dans Google, vous retomberez dessus sans aucune difficulté. C'est bluffant. Comme la ressemblance est vraiment frappante. Et donc il faut arrêter maintenant avec les petits dessins sur les pieds. Et alors un dernier point quand même, juste avant sa mort, Léonard Nimoy a posté un dernier tweet que je trouve très beau, où il fait une métaphore. Il dit que la vie est comme un jardin. On peut avoir des parfaits moments. On ne peut pas les préserver, excepté dans la mémoire. Ce sera donc le mot de la fin, si vous le permettez, mes petits amis Sébastien, Marc. Bonne soirée. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.